Enfin, j'espère. Donc, en gros, je reviens très rapidement hein, sur les trucs. N'oubliez pas, c'est toujours torse nu. Pourquoi? Parce que, ben, par exemple, sur, sur pas mal en fait de pathologies que vous n'avez pas forcément à connaître, qui sont un peu particulières, notamment les paralysies du nerf suprascapulaire, qui est le nerf qui passe juste au-dessus de la crête de l'omoplate et qui innerve quasiment toute la coiffe. En fait, on peut vraiment voir des amyotrophies et des choses très spécifiques à l'examen donc torse nu, donc c'est indispensable. Vous étudiez évidemment les mobilités passives et actives, hein, faites bien différence. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vraiment une épaule qui est à la fois restreinte en passif et en actif. En général, hein, ça va être dans vos cas cliniques des capsulites rétractiles, hein, puisque c'est quelque chose qui se passe au niveau mécanique en intra-articulaire, d'accord. Donc, par exemple, une ergodystrophie d'épaule. Et si jamais vous avez que l'actif qui est touché, bah, c'est quand même plutôt quelque chose de musculaire, puisque ce qui est en intra-articulaire ne pose pas a priori de problème. Donc, vous testez rotation externe, rotation interne. C'est toujours coude au corps, hein, la rotation externe. Vous savez, vous mettez le coude contre les côtes et vous essayez d'écarter en fait votre poing au final de votre corps. Élévation antérieure et abduction, ça vous voyez bien ce que c'est. Sachant que, en gros, voilà, donc ça c'est vraiment le b.a.-ba, hein, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à retenir d'autre là-dessus. Le conflit sous-acromial, alors ça, il n'y a rien de moins spécifique au niveau euh, de l'examen clinique. On suppose que éventuellement c'est à peu près sensible, mais en gros voilà, c'est que vous avez un espace l'air de rien qui est entre l'acromion et la coiffe et l'humérus, donc dans lequel il y a la coiffe et la bourse sous-acromiale, qui est l'air de rien pas si gros, et en fonction de l'anatomie de votre acromion, s'il est agressif pardon, c'est-à-dire avec un peu en bec, il peut venir gratouiller la coiffe des rotateurs. Et pareil, si jamais la coiffe des rotateurs commence à être dégénérative, l'humérus peut s'ascensionner. Donc, du coup, vous allez avoir un conflit carrément entre l'humérus directement et l'acromion. Donc, c'est ça, d'accord. Donc, il y a le test de NIR. Donc, c'est une élévation, en fait, c'est l'apparition de douleurs très spécifiques, a priori, d'après les publications qui en avaient parlé, entre 60 et 120 degrés. En fait, dans la pratique de tous les jours, c'est plutôt en fait sur l'imagerie et sur l'ensemble sur un faisceau en fait d'arguments qu'on pensera qu'il y a un conflit sous-acromial, sachant qu'en théorie, ça disparaît en supination. Donc vous voyez, là, c'est vraiment, voilà, c'est comme si, je sais pas, on soulevait de manière très très stupide un paquet de courses ou un pack d'eau très haut. Donc voilà. Donc il faut bloquer l'omoplate, ça c'est important parce que sinon en fait vous compensez au niveau de la douleur avec au final une inclinaison de l'omoplate et donc vous pouvez masquer la douleur. Donc ça c'est important de bloquer l'omoplate dans ce test-là. Ensuite, vous avez le test de Yokum, donc vous mettez la main sur l'épaule contralatérale et vous demandez au final de lever le coude contre résistance. Et si jamais ça reproduit les douleurs habituelles, c'est qu'a priori, il peut y avoir un conflit sous-acromial. Pourquoi? Et pareil, là, vous maintenez l'épaule du patient. Pourquoi? Parce que du coup, vous faites un bras de levier avec l'humérus qui monte euh, en fait contre l'acromion et vous êtes censé sensibiliser la douleur. Et enfin, vous avez le Hawkins, donc c'est un petit peu la même idée, hein, c'est qu'en fait, vous augmentez l'encombrement de la tête humérale sous l'acromion avec cette manœuvre-là. Donc, c'est toujours avec le coude à 90, et cette fois, c'est de la rotation interne, avec une 90 degrés, 90aine de degrés d'abduction, d'élévation. Donc, du coup, pardon, d'antépulsion ou d'élévation, c'est pareil, c'est le même mot. Donc voilà, ça c'est le test d'Hawkins. Donc vous retenez, malheureusement, il faut retenir les trois, Yokum, NIR et Hawkins, qui sont théoriquement des tests pour le conflit sous-acromial. Je pense que ça, typiquement, on ne peut pas vous demander beaucoup plus que vous demandez, je ne sais pas, cinq tests différents et de glisser les bons au milieu quand on vous dit qu'est-ce qui teste un conflit sous-acromial. Donc au niveau de l'imagerie, là vous voyez, dans ce très beau cercle jaune qui vous montre pas grand-chose, là en fait vous avez votre acromion derrière. Vous voyez qu'il y a une sadification hein, que vous n'avez pas à connaître, que même les orthopédistes ne connaissent pas, qui en fait vous montre en fait l'agressivité du bec de l'acromion. Donc là, vous voyez, il descend quand même très bas, il est quand même très très proche de la tête humérale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un acromion agressif. Et voilà, on peut mesurer au final l'espace sous-acromial. Et là, vous avez au final l'évolution ultime Pokémon, c'est à droite. D'accord. Donc en plus, ça peut vous montrer aussi
une image d'omarthrose excentrée, d'accord, puisque vous avez votre tête humérale. Normalement, en fait, cette partie de la surface articulaire, elle doit être en face de la glène. Et là, vous voyez que c'est vraiment bien ascensionné, parce qu'en fait, vous n'avez plus de coiffe des rotateurs. Donc là, vous avez même carrément, au final, de l'arthrose entre l'acromion et la tête humérale, parce que vous voyez, il y a une condensation ici. Sachant que c'est le même moyen mnémotechnique, hein, c'est POGO pour l'arthrose, où qu'elle soit dans le corps humain. Alors, c'est pour ceux qui ne connaissent pas POGO, mais je crois que vous le connaissez tous, mais parfois il y en a qui ne connaissent pas. Hein. P, c'est le pincement. O, c'est l'ostéosclérose, hein, c'est l'ostéocondensation, un peu comme l'ostéosarcome au final. Enfin, vous avez une condensation sous-chondrale, c'est-à-dire sous le cartilage qui se produit. G, c'est les géodes. Là, vous en avez des petites ici, là, que vous voyez juste sous l'articulation. Et O, c'est le dernier O, c'est ostéophyte. D'accord. Donc là, éventuellement, vous en avez un petit peu là, mais surtout, vous en avez en bas au niveau de la tête humérale. D'accord. Donc ça, c'est vraiment l'imagerie du syndrome sous-acromial, sachant qu'on peut vous mettre, je crois que je vous ai mis de l'écho, exactement. Donc là, vous voyez, vous avez votre acromion ici, et il s'arrête ici. Vous voyez qu'il vient faire une empreinte dans votre supraépineux et dans la bourse sous-acromiale parce qu'il est agressif. D'accord. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on peut voir sur une IRM assez évidente. Et là aussi, vous voyez, de l'autre côté, c'est peut-être un peu moins parlant parce que vous ne voyez pas l'encoche dans la coiffe, mais vous voyez que là, vous avez quand même votre acromion qui descend très bas dans votre supraépineux. La dernière fois, vous me demandiez les histoires on va les revoir, hein, de rupture entre la localisation de rupture, si elle est dans le corps musculaire. Ben, le corps musculaire, il est là. Le corps musculaire, il est quasiment toujours en isosignal, hein, c'est-à-dire de ce gris. Sur les coupes T1 et T2. Et quand vous passez dans le tendon, théoriquement, c'est un peu plus noir. C'est un peu comme un ménisque ou un ligament croisé particulièrement postérieur. Le ligament croisé antérieur, il est un peu plus hétérogène. Et donc voilà, si vous avez une rupture ici, vous êtes en rupture dans le corps musculaire, ce qui est rarissime hein, sur la coiffe des rotateurs. Et si vous êtes, en gros, quand vous avez dépassé l'articulation acromioclaviculaire, vous êtes théoriquement dans la zone tendineuse ici. Et donc, théoriquement, vous voyez que vous allez avoir une rupture dans un espace qui est plutôt noir, alors que sinon, on aurait une rupture dans un espace qui est plutôt gris. Bon, c'est très théorique parce que je crois que je n'ai jamais vu de rupture dans le corps musculaire du supraépineux. Je ne sais pas si on vous en a mis, mais c'est quand même vraiment bâtard de vous faire ça, parce que ça existe que sur d'autres planètes, quoi. Donc, en gros, très rapidement, c'est juste qu'il y a 2-3 fois dans certains bouquins, j'ai vu passer des trucs un peu stupides, c'est que la coiffe des rotateurs, c'est que 4 muscles, hein, 4 tendons. Donc, vous avez en avant, c'est le subscapulaire, d'accord, qui s'insère sur la face antérieure de l'humérus et qui est donc rotateur interne, d'accord. Et au-dessus, alors en fonction de la localisation de l'humérus, il va être rotateur externe ou interne, mais surtout, il est élévateur, hein, c'est le supraépineux, d'accord, qui en fait compense un petit peu l'action participe un petit peu aussi à l'action du deltoïde, hein, qui est le muscle majeur pour l'élévation de l'épaule. Et quand vous passez derrière, vous avez l'infraépineux, qui est celui qui est le plus superficiel et le plus supérieur, et dessous, vous avez le petit rond, teres minor. Et les distinguer sur l'examen clinique, c'est impossible. Déjà que c'est difficile d'examiner les rotateurs externes, c'est-à-dire l'infraépineux et le petit rond. Alors les distinguer, c'est pas possible, donc ça sera toujours examiné dans le même cas. Et après, c'est de l'orthopédie, hein, donc on a créé ça pour que ce soit simple apparemment. Donc tous les ligaments, vous voyez une clavicule, vous voyez une coracoïde, c'est le coraco-claviculaire. Vous voyez un acromion, vous voyez une coracoïde, donc c'est l'acromio-coracoïdien. Et vous avez le ligament acromioclaviculaire entre l'acromion et la clavicule. Voilà. C'est à peu près simple. Du coup, vous pouvez libérer quelques neurones pour ce genre de truc. Donc ça, c'est un peu plus précis, évidemment, mais c'est surtout pour vous montrer que là, quand on passe devant, donc là-dessous, vous avez en rouge le subscapulaire, et en fait, c'est tout. Il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire que notamment le biceps, la portion longue et la portion courte qui est attachée à la coracoïde, le coracobrachial, etc., ce ne sont pas du tout des choses qui font partie de la coiffe des rotateurs. J'ai vu passer 2-3 bouquins où ils parlent du biceps, c'est faux, c'est pas du tout un rotateur, c'est un fléchisseur du coude. Et derrière, c'est pareil. Donc là, il faut aussi faire attention. Ce que vous voyez en bas, là, c'est pas du tout un des rotateurs. Hein. Donc, du coup, il faut faire gaffe. Là, vous avez le grand dorsal en 3. Le 5, c'est le grand rond, hein, qui est sous le petit rond. Et le grand rond n'est pas un rotateur, ne fait pas partie de la coiffe des rotateurs. Donc, faites vraiment gaffe. C'est vraiment que ces 4 et rien d'autre.
Donc voilà, je vous l'ai remis là. Donc bon, très bien, c'est ce que je vous ai dit, donc c'est bien. Donc ça, c'est moi hier. Donc c'est juste pour vous montrer qu'on peut, on peut très bien voir les choses sur des gens particulièrement fit. Donc ça, c'est le supraépineux ici. Et puis là, en fait, vous avez toute la crête de l'omoplate qui est dessinée. Et en dessous, là, vous avez donc du coup l'infraépineux et un peu dessous le petit rond. Là, ce truc énorme, c'est le deltoïde, bon, le biceps, etc. Et après, voilà. Donc, c'est quand même des choses qui se voient assez bien chez les gens musclés. Donc, pour les examiner au niveau du sus épineux, c'est le test, on va dire, qu'on fait le plus souvent parce que l'air de rien, le sus épineux, c'est celui qui est le plus atteint, d'accord donc, le sus épineux, c'est en général ce qu'on va vous mettre sur l'image. Enfin, c'est le plus parlant. Donc, il est élévateur et parfois, effectivement, en fonction de la position de l'humérus, il peut être un petit peu rotateur externe. Et le truc, c'est le signe de jaune. D'accord. Donc, vous mettez les bras vers l'avant, il y a une légère antépulsion et de l'abduction. C'est une trentaine de degrés, d'accord. Et pouce vers le bas. Alors, le pouce vers le bas, c'est surtout pour le mettre en zone de conflit au niveau de la rotation de l'épaule. Et donc, vous avez une perte de force contre résistance ou bien, au final, la reproduction de la douleur si on est parce que voilà, vous pouvez avoir une pathologie de la coiffe des rotateurs qui peut être plutôt parlante sur le versant faiblesse musculaire et l'autre sur le versant douleur. Donc, en fonction, en tout cas, vous reproduisez la symptomatologie du patient, vous la sensibilisez avec le test de jeu. Donc, ensuite, le sous-épineux et le petit rond, donc ce sont des rotateurs externes, difficilement séparables, comme je vous l'ai dit, d'accord, vous voyez bien là-dessus. Et du coup, voilà, on peut pas les distinguer. Donc, il y a le signe de patte. Donc, en gros, vous avez l'examinateur qui va vous tirer le bras en arrière contre résistance au niveau de sa main gauche qui appuie sur le bras, d'accord. Et donc ça, en fait, c'est une manœuvre qui va sensibiliser les insuffisances de rotateurs externes. Et donc, c'est typiquement eux, d'accord. Vous en avez un autre qui est le signe du clairon, d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous n'avez pas de rotateur externe, pour pouvoir mettre la main à la bouche, vous allez compenser en fait en faisant une élévation de l'épaule. Donc, vous allez faire intervenir votre deltoïde et l'omoplate, d'accord, si jamais vous n'avez pas de rotation externe. Donc, ça, c'est le clairon. Et après, vous avez, je ne vous l'ai pas mis, l'image. Alors, ça, c'est tout bête, hein, c'est-à-dire que le retour automatique ou signe du portillon, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas suffisamment de rotateurs externes, là, c'est vraiment dans des cas gravissimes, hein, c'est-à-dire que vous essayez de mettre, vous mettez en tant qu'examinateur le coude du patient contre le corps et vous le mettez vous-même en rotation externe, et il n'a tellement pas de rotateur externe que le patient n'arrive pas à retenir en fait son geste et automatiquement en fait la main va venir contre son ventre parce qu'il n'arrive pas à la retenir lui-même en rotation externe. Donc ça c'est le retour automatique, signe du portillon. Alors, hop. Ensuite, le sous-scapulaire, qui est rotateur interne. Éventuellement, lui, on peut vous le mettre parce qu'il est, en gros, voilà, c'est le supraépineux et deux, le sous-scapulaire. Donc, éventuellement, c'est effectivement bien je vous ai mis quelques images. Donc, c'est le test de Gerber, hein, c'est-à-dire que vous mettez la main dans le dos et on doit garder une position décollée de la ceinture. C'est-à-dire que la rotation interne, elle part de la position neutre et puis à un moment, il y a un truc qui s'appelle le ventre qui vous gêne pour la continuer. Et quand vous mettez la main dans le dos et que vous continuez à la décoller du dos, ça continue à être de la rotation interne. D'accord. Et si on arrive à la garder décollée, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de rotateurs internes, donc de sous-scapulaires, on y arrive à la conserver. Donc, si jamais on n'y arrive pas, on a un Gerber positif. Et donc, du coup, on a potentiellement une insuffisance de subscap. Sachant qu'il y a des patients qui sont raides parce qu'ils ont de l'arthrose ou qu'ils ont une capsulite, j'en sais rien. Donc, du coup, on peut faire le press belly test, je crois que c'est celle d'après. Ouais. Et donc, ce qu'on va faire, c'est une manœuvre contrariée, d'accord. C'est qu'on va empêcher le patient de ramener la main contre le ventre. Et si ça lui reproduit les douleurs ou bien qu'on a clairement de la faiblesse, qu'il n'y arrive pas, c'est une atteinte du sous-scapulaire. C'est un peu moins sensible que le Gerber, mais voilà, chez des patients, on ne peut pas le faire. Donc le press belly est là pour ça. Donc, en gros, quand on vous mettra potentiellement une pathologie de la coiffe des rotateurs, c'est un peu comme un ménisque au final, hein. C'est un peu comme de la traumato, c'est-à-dire que si on est au stade aigu chez un patient jeune et en fonction de la nécessité fonctionnelle du patient, de son travail, s'il est sportif, eh bien on traitera peut-être quelque chose, on traitera peut-être le patient chirurgicalement parce qu'on pense
qui a un intérêt, sachant que l'intérêt de la chirurgie de la coiffe des rotateurs, il ne se voit justement que chez les patients qui ont une nécessité fonctionnelle qui est importante, d'accord, et avec une durée de récupération qui est extrêmement longue, d'accord. Elle est aussi, quand on fait du traitement fonctionnel, qu'on va leur faire que de la kiné et qu'on ne les opère pas. Mais voilà, récupérer d'une épaule, quel que soit au final le traumatisme, hein, toutes les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus, les fractures de la clavicule, la pathologie de la coiffe, bien évidemment, tout ça, c'est des choses qui mettent très 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 longtemps à bien aller. Et donc, vous soyez futur orthopédiste ou médecin généraliste ou MPR, enfin, bref, quasiment tout le monde, vous verrez passer des patients qui auront ça. Hein. Et ben, si jamais vous pouvez leur faire un petit speech pour les rassurer, pour leur dire que ça finira par bien aller, mais que ça va être très long, c'est bien, parce que c'est vraiment très long. Hein. Une épaule qui récupère, c'est presque un an. Donc voilà. Donc, et quand on est au stade chronique, c'est-à-dire c'est un peu comme sur un ménisque dégénératif, hein, le ménisque de la patient d'une cinquantaine d'années, un peu obèse, qui est en varus, par exemple, sur le ménisque interne, eh bien, ça va être un traitement plutôt fonctionnel, hein, donc de la kiné, du renforcement musculaire pour faire de l'épargne articulaire, avec des infiltrations et éventuellement, tout comme au genou, par exemple, une prothèse si jamais l'absence de coiffe fait qu'il y a une ascension de l'humérus et que le patient, par exemple, développe de l'arthrose. D'accord. Donc, je finis, oui, j'ai complètement oublié le biceps. Il n'y a pas vraiment de test spécifique. Il y a le palm-up test, hein, donc vous mettez la main en supination et vous faites un mouvement contre résistance. Et théoriquement, en fait, c'est parce que vous mettez en tension donc votre biceps qui se luxe en supination de sa gouttière si jamais la gouttière est atteinte, ce qui est en général le cas quand vous avez une pathologie inflammatoire de celui-ci, eh bien vous recréez la douleur. D'accord. Vous pouvez aussi, si jamais il est carrément rompu, chercher une boule au niveau une tuméfaction au niveau de la portion longue. C'est-à-dire que si jamais il est rompu au niveau de son insertion autour de la glène, eh bien vous avez le corps musculaire qui se rétracte et que vous pouvez sentir au niveau du bras. Voilà. L'instabilité, ça, je pense qu'on peut effectivement vous interroger là-dessus, c'est important. Donc, vous avez évidemment deux types d'instabilité. L'immense majorité des cas, c'est de l'antérieur, d'accord. Et ça, on l'atteste avec le test d'appréhension, d'accord. Donc, vous avez le patient qui est debout ou assis, vous maintenez son omoplate et en fait, vous allez essayer de l'amener la main vers l'arrière. Ça va amener la tête humérale vers l'avant et s'il n'y a rien qui maintient en avant, eh bien, vous avez une sensation très, très agréable euh, qui va donner une instabilité, en fait, qui va faire subluxer la tête. Et ça les gens n'aiment pas. Personne n'aime. Et donc, du coup, vous avez un test qui est quand même assez spécifique, sachant que vous le sensibilisez par le relocation test, donc le recentrage. Là, vous mettez le patient sur le dos et avec la main, en fait, ici, vous allez appuyer sur la tête humérale et refaire exactement le même geste que pour le test d'appréhension, sauf que cette fois, la sensation désagréable disparaît puisqu'en fait, vous maintenez la tête humérale centrée sur la glène. D'accord. Donc, en fait, c'est ces deux tests qui sont très complémentaires et ils sont, pour le coup, ceux-là, ils sont vraiment spécifiques et ils signent en général, chez le patient est adapté à la chirurgie, il signe une indication pour une prise en charge chirurgicale de l'instabilité, puisque ça apparaît quand même pour des instabilités qui sont très importantes. L'instabilité postérieure, elle est beaucoup plus rare, donc c'est la même chose, sauf que c'est une appréhension à la poussée vers l'arrière. Donc vous poussez vers le coude et là vous reproduisez à peu près le même topo. Et voilà, donc en fait ça fait refiler la tête humérale. Et puis après vous avez aussi dans les deux sens un laxité avec un tiroir, un peu comme un Lachman sur les instabilités au niveau du genou pour le LCA. Donc si vous avez un tiroir antérieur, ben, vous avez en fait si jamais vous avez un jeu, alors il faut bien maintenir l'omoplate parce que sinon il y a tout le corps qui bouge, hein. Donc c'est un test qui est un peu exigeant et vous sentez en fait la translation antérieure, surtout qu'en plus il y a en général beaucoup de deltoïdes ou de grassouilles qui gênent à cet endroit-là pour bien le sentir. Mais en gros, voilà, vous avez une instabilité antérieure si jamais vous avez un tiroir antérieur et inversement. Donc après, vous avez des choses qui sont vraiment pas forcément faciles à voir, hein, surtout chez
chez les patients qui, en général, sont des gens qui sont demandeurs, hein, sur le plan fonctionnel, donc qui sont musclés. C'est le signe du sillon, hein, c'est si jamais vous avez en fait une, désinsertion, puisque ça vient de désinsertion ou bien d'une euh, ah, élongation en fait de la capsule articulaire, donc elle n'est plus serrée, d'accord. Donc du coup, vous avez l'apparition d'une décoaptation et vous avez à l'examen clinique une voussure, d'accord, qui apparaît là que vous voyez ici, au final entre votre acromion et puis la tête humérale qui est beaucoup plus basse puisque la capsule est complètement distante. Donc, là, on en vient au cœur du sujet. Au niveau de l'imagerie, l'échographie, c'est pour le débrouillage. Vous pouvez voir un épanchement, vous pouvez des ruptures franches, une tendinopathie, mais de toute façon, on complétera quasiment toujours par une IRM ou un arthroscanner, parce que c'est du bilan préchirurgical et qu'on a besoin d'un bilan complet de la coiffe et de savoir exactement où sont localisées les choses, et surtout de faire en fait le bilan associé, puisque c'est un peu un des mots-clés en orthopédie. Hein. C'est que vous pouvez avoir une fracture, mais vous pouvez aussi avoir une rupture ligamentaire. Donc, les examens sont là pour faire un bilan complet d'une articulation. D'accord. Donc, il n'y a pas vraiment de préférence dans la littérature entre l'IRM et l'arthroscanner. Donc, théoriquement, on ne va pas vous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a deux avantages et inconvénients en fonction. Le scan, il est invasif. Pourquoi? Puisqu'on fait un arthroscanner, hein, donc on met un liquide de contraste dans l'articulation, mais ça permet de faire un examen en plusieurs positions, en rotation externe, en rotation interne. Ça permet de démasquer des ruptures qui ne sont pas forcément visibles sur l'IRM en position bloquée dans la bobine magnétique. C'est moins simple de voir sur l'arthroscanner si la rupture est dans le tendon, puisque qui dit arthroscanner dit qu'il faut que la rupture, pour qu'elle soit visible, il faut qu'elle communique avec l'articulation. Et l'IRM, c'est un peu comme d'habitude, le temps d'acquisition, c'est un petit peu un problème, mais ce n'est pas invasif. Par contre, c'est très bien pour les tendinopathies, pour voir quand le tendon n'est pas rompu, ou bien pour voir quand la rupture est présente, quand elle est vraiment dans le tendon et qu'elle ne communique pas avec l'articulation. L'arthro-IRM, ça devient compliqué puisqu'au final, ça combine les désavantages des deux et ça ne fait pas beaucoup gagner par rapport à l'arthroscanner. Donc, l'échographie. Il y a un truc qui est très important, c'est de savoir se repérer, hein, toujours pareil sur vos examens, c'est là où on peut se faire un peu avoir. Donc, d'abord, vous repérez la grande tubérosité, d'accord. C'est là où est inséré le supraépineux. Donc, elle est là, d'accord, sur le scanner que je vous ai mis en face. Et une fois que vous l'avez repéré, eh ben, vous savez que de l'autre côté, ici, eh ben, c'est le côté articulaire. D'accord. Et donc là, après, bon, ben, vous analysez tout. Donc, vous voyez, ça, c'est pour ça que c'est très parlant. En général, c'est le supraépineux qu'on vous mettra. La partie tendineuse, elle est assez hétérogène, hein, elle est fibrillaire, hein, c'est pour ça que vous voyez bien à l'échographie. Et la partie myotendineuse, plutôt musculaire, elle va plutôt être en hypo. Elle va plutôt être hypoéchogène, d'accord. Ce qui est très blanc, c'est la bourse sous-acromiale, d'accord. Et donc au-dessus, vous avez le deltoïde. Et donc, si jamais vous avez un épanchement qui se met là, eh ben, on peut effectivement vous faire dire que si jamais il y a beaucoup de noir, eh bien que vous avez un épanchement avec une bursite à ce niveau-là. Donc ça se voit effectivement dans les confis sous-acromiaux, d'accord. Hop. Et là, ce qui est très, très noir ici, c'est le cartilage. Donc, une tendinopathie. Donc là, vous voyez, il n'y a pas franchement de rupture. Hein. Donc, vous voyez un tendon qui est continent. Et ça, du coup, notamment, c'est une calcification que vous voyez ici. Vous avez le cône d'ombre derrière, vous ne voyez pas bien. Donc, du coup, ça, c'est plutôt calcique. Vous pouvez aussi le voir avec carrément une atteinte, parce qu'au bout d'un moment, les tendinopathies peuvent être érosives, hein, par l'inflammation et l'acidification du milieu. Et donc, ça peut vous abîmer l'os. D'accord. Donc ça, c'est une tendinopathie calcifiante et érosive. Et effectivement, si jamais on passe au mode Doppler, vous voyez que c'est hypervascularisé, donc ça vous sensibilise l'examen quand vous avez une hypervascularisation à ce niveau-là. La radio, elle peut vous montrer quand même des choses, hein, donc notamment quand vous avez une tendinopathie calcifiante, vous pouvez avoir des opacités qui signent la calcification dont on vient de parler. Là, donc, du coup, c'est quand vous avez une bursite, d'accord. Donc là, vous voyez vraiment, vous avez ce liquide noir qui s'est mis entre la bourse sous-acromiale et le tendon. Donc ça, effectivement, c'est une bonne image à retenir pour ça. Et effectivement, quand vous allez avoir cette fois des vraies ruptures franches, bon, en général, j'espère qu'on vous mettra quand même des trucs à peu près évidents, eh bien, vous voyez carrément qu'effectivement, vous avez
une hypoécogénicité puisque c'est que de l'eau, hein. Donc qui est quand même très visible. Pareil, si jamais on fait la corrélation avec une IRM, ça c'est du T2 avec suppression de graisse. Vous voyez que vous avez là le corps l'insertion sur la tubérosité du tendon qui est là, et là la rétraction du tendon avec entre les deux la rupture franche. D'accord. Tac. Ensuite, la rupture partielle. D'accord. Donc là, vous voyez, vous suivez ici votre tendon, et puis à l'intérieur, là, il n'est pas complètement rompu. Ici, vous avez juste une plage hypodense, et effectivement, vous avez une image là, typique de rupture incomplète. Rupture complète, je vous ai remis une image, hein, donc le tendon, il est là, il est tout effiloché comme ça, vous avez du liquide dessous, là vous avez l'autre portion, et tout ça, c'est très probablement une sorte de globi-boulga un peu fibreux, donc c'est une rupture qui est peut-être un peu plus ancienne que la précédente, puisqu'elle a commencé à se fibroser, mais c'est ça, d'accord. Donc l'IRM, qui est en général peut-être l'examen qu'on vous mettra le plus, enfin ça dépend, parce que malheureusement, même en France, il y a des gens qui préfèrent l'arthroscanner et des gens qui préfèrent l'IRM, donc en fonction de qui vous fait le cas clinique. Voilà. Donc là, vous êtes au-dessus, donc vous regardez sur des coupes qui sont transversales. En gros, entre la coracoïde et l'acromion, vous avez le supraépineux, l'infraépineux qui est derrière, d'accord, le subscapulaire, et puis avec le petit rond, et puis le subscapulaire qui est en avant, d'accord. Donc sur des coupes sagittales, c'est un peu plus difficile à voir, mais là en gros vous avez en gros dans l'axe, hein, vous avez le supraépineux, derrière vous avez ici la petite patatoïde du subscapulaire, et derrière entre infraépineux et petit rond, c'est quand même difficile à distinguer, mais quand même en général on vous met une image où vous voyez quand même bien la fin ici du supraépineux et bien le début en fait des rotateurs externes. Donc si on remonte un petit peu, là vous voyez c'est les croissants qui sont très très noirs de tendons qui sont de bonne qualité, donc ça c'est le supraépineux. Là je suis vers l'avant, ça c'est le subscapulaire, pardon. Et là du coup on voit très très bien le supraépineux ici. Donc vous voyez très bien là ici sa portion musculaire et la portion tendineuse qui est très très noire et qui s'attache ici pile sur la grande tubérosité. Donc là, c'est une image pour vous montrer en fonction. Là en bas, vous avez l'endroit de la coupe, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez spécifique de vous demander ce genre de truc, mais bon, pourquoi pas. Donc derrière, vous avez toujours hein, le tendon de l'infraépineux et du teres minor. Quand vous passez un petit peu plus vers l'avant, cette fois, vous allez avoir le supraépineux, et sur l'avant, vous allez avoir le tendon du subscapulaire, sachant que là, on ne le voit pas très très bien, mais vous avez le tendon du long biceps, et puis tout autour, vous avez un complexe quand même qui n'est pas facile à analyser, donc je ne sais pas si on peut vous demander ça, mais c'est quand même compliqué. Vous avez tout le complexe capsulo-labral, donc avec le ligament gléno-huméral, le labrum antérieur, labrum postérieur, enfin ça c'est quand même des choses qui sont un peu difficiles. Et vous voyez en fait, si je change de coupe par rapport en bas, là je remonte, on change un peu de tronche, mais bon, il y a un peu toutes les choses qui restent. Hein. Donc du coup, le supraépineux, lui, du coup, devient beaucoup plus visible dans sa portion musculaire puisqu'il est en haut sur ces coupes-là. L'infraépineux, vous le voyez bien devant. Et par contre, du coup, on perd le subscapulaire parce que le subscapulaire, il est quand même plus bas, d'accord. Et donc évidemment la tête humérale ici, puis le gros deltoïde qui est quand même toujours présent sur à chaque fois ces images. Donc, cette fois, au niveau de la pathologie. Donc, du coup, quand vous avez des tendinopathies, en général, vous allez avoir du T2. On va vous mettre du T2 parce que ça montre que ce qui est liquidien, donc inflammatoire. Donc là, vous avez une zone quand même qui est un peu hétérogène. Donc, du coup, probablement que c'est une rupture ou une tendinopathie qui est un peu ancienne. Et puis, vous avez cette portion-là là, qui est souffrante. Donc, il y a aussi une part qui est active à ce niveau-là. Donc ça, c'est typiquement la tendinopathie avec une rupture très probablement partielle du supraépineux. Si jamais on vous donne d'autres types d'images un peu plus distales, on va dire, donc ça donne ça. Donc ça, c'est pile sur l'insertion, donc sur l'anthèse. Donc vous avez cet hypersignal ici. Donc là, vous voyez, ça c'est du T1, puisque vous avez
Non, ça c'est du T2, excusez-moi. Donc, puisque vous avez à la fois du liquide blanc et à la fois le gras qui est blanc, ça veut dire que c'est du T2. On ne peut pas vous demander la différenciation. Et ça, c'est le T1. D'accord. Donc, le T1, vous ne voyez pas de blanc au niveau inflammatoire. Donc, du coup, ça veut dire que vous n'êtes pas sur du T2, comme le LCR. Hein. Donc là, ce qu'on a fait, c'est une saturation de la graisse. Hein. Vous voyez la graisse qui est blanche ici, elle devient grise ici. Donc, ça, c'est du T2 FATSAT. C'est du traitement c'est du post-processing, c'est-à-dire que ils le font après avoir fait l'imagerie. Et donc là, du coup, ça saute beaucoup plus aux yeux, on voit que ce qui est inflammatoire, et donc là, on est vraiment sur une pathologie d'insertion du supraépineux. Donc typiquement, si on vous demande est-ce que c'est au niveau du tendon ou bien du corps musculaire, on est clairement effectivement tellement dans le tendon qu'on est sur son attache. Une rupture franche, là, il n'y a pas à chipoter. Donc là, vous n'avez plus du tout de tendon qui vient sur la tubérosité, vous avez que du liquide. D'accord. Et là, le tendon est ici et il s'est complètement rétracté. D'accord. Donc il y a une stadification pour dire jusqu'où il s'est rétracté, vous n'allez pas la savoir. Mais vous voyez, il est ici. Ensuite, le subscapulaire, beaucoup plus rare, mais c'est le deuxième plus fréquent au final. Donc là, vous voyez que vous avez ici, donc ça c'est le subscap, son tendon, et ça c'est la gouttière du tendon bicipital. Donc là, vous voyez cette petite inflammation-là, donc c'est une rupture partielle parce que vous avez ici une perte de continuité focale. Hein. Donc ça, théoriquement, c'est complété par l'échographie qui vous dit si c'est plutôt la tendinopathie parce que l'IRM, elle perd en résolution. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez clairement dire qu'il y a une pathologie du subscapulaire à cet endroit-là. Et là, voilà, il y a une rupture, cette fois, qui est quand même assez évidente et franche. Vous voyez que, au final, tout le liquide en hyper T2, donc avec une très très grosse effusion articulaire, donc que vous suivez jusque-là, hein, qui sépare le corps du tendon en deux. Donc là, vous avez une rupture franche du subscap. Ça, c'est pour que vous puissiez l'avoir un petit peu en tête. Normalement, lui, ça c'est la portion, le tendon du long, la portion longue du biceps qui est luxé, puisque normalement, il est dans sa petite gouttière ici, et c'est très souvent accompagné de la pathologie de la coiffe du subscapulaire parce qu'ils partagent leur gaine en partie. Donc, si vous avez un arrachement au niveau du subscap, vous avez aussi hop, le petit tendon qui se luxe. Tac. Donc, ça, c'est quand on parle de corps musculaire. Hein, donc là, vous l'avez vraiment en plein milieu du corps musculaire. Si jamais on vous le demande, là, vous voyez qu'il y a tout qui flash. Donc, effectivement, c'est plus trop au niveau du tendon ici, mais c'est vraiment dans le corps, au niveau de l'infraépineux. Mais bon, enfin, c'est rarissime. Les pathologies de l'infraépineux du petit rond, quand même. Donc là, c'est pour vous mettre d'autres images. Vous voyez qu'il y a une inflammation en plein corps ici. Le supraépineux qui est toujours dans sa petite vallée en haut, le subscap qui est devant. Donc voilà. Donc ça, c'est des images un petit peu rares, hein, mais bon, si jamais on vous les demande. Donc là, vous voyez, il y a vraiment... là, on est au niveau tendineux ici, d'accord. Et ici, dans le corps musculaire, il y a une rupture quasi complète. Voilà, sachant que l'arthroscanner, maintenant, c'est l'autre option. On fait d'abord une radio, on pique avec l'aiguille, on vérifie qu'on est bien dans l'articulation et que c'est en train de mouler toute l'articulation, et ensuite on fait le scanner. Donc ça, c'est un scanner normal. Vous voyez, en fait, vous avez le liquide de contraste qui est là et qui passe bien partout, et on le voit à peine ici. Et donc là, vous voyez, il y a le cartilage de ce côté-là et le cartilage de l'autre côté ici. Et entre les deux, vous avez la fine lame de produit de contraste. Donc ça, c'est du scan normal. Ce qui va se passer, c'est qu'on va analyser la coiffe par en fait, image négative, d'accord. C'est des négatifs, puisque en fait, quand vous allez avoir une rupture, eh ben, votre liquide de contraste, il va venir mouler ici l'espace qui est vide, puisqu'il a été rendu vide par l'absence de tendon qui a commencé à se rétracter. Vous voyez, en fait, par image négative, vous avez le tendon ici qui va être moulé au final par le liquide de contraste ici. Donc là, vous avez une rupture du supraépineux. Vous avez aussi une rupture qui commence à aller un petit peu vers la jonction tendino-musculaire. Et voilà, donc là, ça vous le simplifie un petit peu avec des couleurs mignonnes. Et voilà, pour que vous le recompariez avec un scanner normal, là, vous voyez, il n'y a pas du tout de liquide de contraste qui vient mouler une rupture du supraépineux. Donc ça, c'est vraiment une image typique. D'accord. Ça, c'est pour complexifier un petit peu, vous voyez, le cartilage qui est moulé ici. Vous avez une portion de rupture ici aussi, là. Et puis, vous avez aussi un début de rétraction là, avec une rupture complète au niveau de l'insertion. Donc ça, c'est une pathologie très probablement dégénérative, parce que quand vous avez plein de lésions comme ça, c'est pas trop du traumatique, ou en général, vous avez une rupture franche. Mais voilà, là, vous avez une idée d'une pathologie un peu complexe
de tendinopathie du supraépineux. Là, vous voyez, il y a du liquide partout, d'accord, sur l'arthroscanner. Et donc là, vous voyez, c'est la fin du tendon. Et donc, on est rétracté très, très, très loin, puisque l'acromion est ici. Il est même plus là, il est même quasiment contre la surface cartilagineuse. Donc là, c'est une rupture qui est très probablement très, très ancienne et qui a été négligée. Vous pouvez, donc ça, c'est des ruptures beaucoup plus difficiles à analyser. Mais bon, en gros, on sait que là, derrière, vous avez du coup les rotateurs externes. Et vous voyez, ici aussi, ils sont moulés par le liquide de contraste. Donc là, vous avez une rupture des rotateurs externes et vous avez aussi ici votre sous-scapulaire qui vient devant et qui a très probablement aussi une rupture à ce niveau-là, au moins partielle. Donc après, bon, ça commence à devenir difficile de vous demander ça, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait, tout est moulé par image négative. On vous remonte, on peut aussi très très bien le voir ici, l'histoire du tendon du biceps. Là, vous voyez, c'est tout le suprascapulaire, le subscapulaire qui est ici et qui est moulé par son liquide de contraste et qui normalement est attaché ici. Hein. Il est complètement rétracté. Et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, normalement, le tendon du biceps, il est dans sa gouttière ici, et donc là, il a suivi. Donc, vous avez aussi une luxation du biceps. Donc, si c'est dans vos items de réponse, n'oubliez surtout pas ça. Quoi. Faites, vous, en gros, votre réflexe subscapulaire égale, je regarde ce qui se passe au niveau du biceps sur les images. Donc, voilà, ça peut être une qualité un peu plus pourrie. Hein. Vous êtes habitué au concours blanc ou à l'ECN si vous avez vu quelques ratés. Donc là, ici, vous voyez, ça c'est le tendon du biceps qui est bien là où il faut. Ça, c'est le subscapulaire, d'accord. Et là, vous voyez du liquide de contraste qui s'infiltre un peu dedans. Donc du coup, vous avez un effilochage, c'est du dégénératif très probablement. Là, c'est très hétérogène, donc vous avez un tendon qui est très probablement rompu en chronique dégénératif. Ensuite, les instabilités, donc luxation antérieure ou postérieure, d'accord. Donc du coup, c'est assez simple. Hein. C'est encore plus simple si on vous met bien évidemment un profil, mais en général, voilà, on ne les a pas toujours, surtout d'urgence. Donc en gros, quand on vous met une luxation antérieure, on va retrouver la tête en médiane, hein, de ce côté-là. C'est quand même, ça peut se mettre un petit peu ailleurs, ça peut être un peu en polaire inférieur, mais en général, on vous la mettra ici. Si jamais on vous donne un profil, eh bien, la tête humérale passe en avant et vous avez un diagnostic qui est quand même assez simple au niveau de la radio, sachant que, vous voyez, elle peut être quand même à d'autres endroits. Et là, ça, c'est un profil justement que je vous ai mis du côté droit. Vous voyez, votre tête humérale, elle est en avant, et ici, c'est l'arrière, hein, d'accord. Donc, du coup, elle est effectivement bien passée en avant. Donc, c'est une luxation antéro-interne, puisque, et c'est la plus fréquente, la tête humérale est passée en médial ici et en antérieur ici. D'accord. Tac. Vous pouvez avoir, donc du coup, ça me l'avait demandé, des lésions osseuses associées qui sont très fréquentes, qui participent aussi à la gravité du pronostic au niveau de la stabilité du complexe gléno-huméral. Pourquoi? Parce que moins vous avez de surface osseuse et cartilagineuse, et moins ça maintient la tête humérale. Donc ça, c'est les lésions de Bankart. Bankart égale, vous regardez en bas de la glène, parce que quand elle est sortie, tac, vers le bas ici, elle a arraché un bout. D'accord. Et après, vous avez son homologue au niveau de la tête humérale, c'est l'encoche de Malgaigne ou de Hill-Sachs. D'accord. Et là, je vous ai fait un super truc Photoshop ici. Donc, vous voyez, c'est ce que vous voyez. Ça a été complètement grignoté ici. Parce qu'en fait, là, du coup, c'est après réduction. Mais admettons, au moment de la luxation ici, elle est venue, paf, s'encastrer là sur le triangle de la glène. Et donc, vous faites une impaction osseuse à ce niveau-là. Et cette lésion, elle est responsable, tout comme la lésion de Bankart, d'une instabilité supplémentaire qu'il faut prendre en compte dans le traitement. Donc ça, c'est vraiment la lésion de Malgaigne typique. Bon, là, elle est énorme. Hein. Vous pouvez en avoir des un peu plus subtils. Donc, je vous ai mis du normal à droite, là. Et là, vous voyez, donc c'est vraiment l'encoche de Malgaigne ici, que vous voyez très, très bien. Tac. Enfin, vous avez la luxation postérieure. Alors, c'est super, parfois difficile à voir voilà, à la radio. Vous voyez, on a presque l'impression que c'est normal. En fait, ce qui se passe, c'est que vous ne voyez plus du tout l'interligne entre la glène et la tête humérale. Donc, du coup, vous avez quand même quelque chose qui est en train de se passer. Là, c'est un peu plus évident. D'accord. La tête n'est pas du tout en antéromédial, hein, donc c'est quasi impossible que vous ayez une luxation ici qui soit antérieure. D'accord. Mais ça, c'est un autre exemple. Et donc, je vous ai mis théoriquement après un truc pour vous montrer. Donc, vous pouvez voir exactement la même chose. Hein, vous pouvez avoir des encoches de Malgaigne sur la luxation postérieure pour la même raison. D'accord. Donc ça, vous voyez, ça c'est la surface cartilagineuse. Elle regarde dans le vide, hein, dans le muscle, dans le deltoïde, un peu les rotateurs externes. Et elle n'est pas du tout en face de la glène. D'accord. Donc ça, c'est une luxation postérieure au scan. Et en fait, ce que je voulais vous montrer ici,
il y a un truc qui s'appelle le signe du double contour, hein, c'est-à-dire que vous avez le contour de la glène et le contour de la tête humérale, et en cas de luxation postérieure, c'est un signe qui est pathognomonique, c'est que vous avez deux lignes en fait qui signent que vous êtes en luxation postérieure. D'accord. Il y a un petit signe typique, clinique, c'est que vous n'avez la rotation externe est impossible. Vous pouvez imaginer là, dans cette position-là, en fait, la tête humérale est complètement bloquée. Donc, le patient est là, donc on est bloqué au final dans cette rotation interne, et c'est impossible de faire, comme avec sa main gauche, de la rotation externe. Donc ça, c'est un signe supplémentaire quand vous avez une radio un peu bâtarde pour vous dire il y a probablement une luxation postérieure. Et donc tout ça pour nous amener à l'évolution cataclysmique de l'orthopédie, c'est l'arthrose. Donc là, par exemple, vous avez une coiffe qui est complètement détruite, d'accord. Donc du coup, vous avez au final une ascension de la tête humérale, d'accord. On a un peu du mal à imaginer pourquoi la coiffe des rotateurs elle abaisse la tête humérale, en fait, parce qu'on a souvent l'image du supraépineux qui est au-dessus et qui théoriquement, logiquement, tire vers le haut, hein. C'est surtout le subscapulaire hein, qui passe devant et qui s'attache un peu plus bas sur le myrus ici, et les rotateurs externes derrière, qui sont en fait attachés plus bas sur l'omoplate et qui ramènent le myrus vers le bas. Et donc, bien évidemment, quand malheureusement vous n'avez plus de coiffe, eh ben, il n'y a que le deltoïde qui tire vers le haut, et donc vous allez progressivement, bon là c'est le stade horrible, hein, mais du coup vous avez votre surface cartilagineuse qui n'est plus du tout centrée par rapport à la glène, et ça c'est important pour le traitement. Apparemment, on vous demande même ça, donc ils sont quand même bien coquins avec vous. Donc ça, c'est une coiffe détruite, donc l'omarthrose qui en découle va être excentrée. Ça, c'est une coiffe qui est continente, d'accord. Ici, vous voyez que vous avez un bon espace entre l'humérus et l'acromion, et la surface cartilagineuse qui est bien en face de là où il faut. Donc là, vous avez une coiffe qui est toujours là, et donc une omarthrose qui est centrée, donc peut-être pour diverses raisons, pour des patients qui ont sursollicité au final leur épaule sans trop solliciter la coiffe des rotateurs en fonction du métier, du sport. Et donc, vous avez tous les signes de l'arthrose, hein. Donc, vous avez le pincement ici, vous avez l'ostéosclérose, hein, vous voyez, c'est très très blanc ici, les ostéophytes, et une petite géode qui est quand même très minime ici, mais vous avez les mêmes signes au final que partout ailleurs, notamment au niveau du genou, que vous avez un peu plus. Donc en gros, vous imaginez que si jamais il faut vous le demandez, eh bien, vous avez les omarthroses centrées qui vont être traitées par des prothèses anatomiques, c'est-à-dire que la prothèse anatomique, elle va conserver cette partie-là au niveau du trochiter, d'accord. Donc, du coup, toute la coiffe, vous la voyez d'ailleurs là en, en hypodensité, d'opacité, voilà. Hein, donc du coup, vous voyez qu'elle est toujours là. D'ailleurs, c'est assez sympa de le voir sur une radio simple. Et donc du coup, on a une fonction quand même qui est bien meilleure, bien entendu, quand on peut conserver la coiffe des rotateurs. Sachant que si on vous demande est-ce que c'est une prothèse totale, ben, c'est un peu comme sur la hanche, hein, ce que vous avez montré. Vous avez un truc qui s'est passé là dans la glène, hein, si vous comparez à droite à gauche. Donc là, ça veut dire qu'on a fait un truc, qu'on a bidouillé avec du plastique et du métal. Et donc, du coup, ben, que vous avez à la fois le côté de la glène et à la fois le côté de l'humérus qui ont été changés. Donc, c'est une prothèse totale d'épaule anatomique. D'accord. Et cerise sur le gâteau, par rapport à hier, vous ne pouvez pas lever la main, mais vous voyez qu'elle n'est pas cimentée. D'accord. Donc là, je suis tout autour de ma tige entre l'os. Là, je ne vois rien je ne vois pas d'opacité. Donc, c'est pas cimenté. Et si on vous donne d'autres exemples, d'accord, eh ben, il faut arriver à peut-être un peu se dépatouiller. Donc là, c'est juste pour pas que vous fassiez avoir. Donc là, c'est une prothèse qui est anatomique, hein. On a conservé cette partie-là, donc la coiffe est toujours là. Par contre, là, vous voyez, il ne s'est rien passé dans la glène. D'accord. Alors, le problème de ce type de prothèse-là, donc c'est une prothèse qui est, on va dire, un peu comme une prothèse intermédiaire, d'accord. Ça s'appelle un resurfaçage dans ce cas-là. Et malheureusement, ça reste quand même du métal contre du cartilage. Donc un jour, ça finit par détériorer le cartilage, mais au moins ça permet de limiter le geste chirurgical initial. Et là, vous voyez qu'ensuite, il y a des choses là qui se sont passées. Et donc du coup, on a complété cette prothèse par une prothèse totale. On a mis quelque chose en face du métal, d'ailleurs sans changer le métal ici parce qu'il est bien allé. Et donc on l'a totalisé, d'accord, on l'a transformé en prothèse totale. La prothèse inversée, cette fois, notamment, quand vous n'avez plus du tout de coiffe ici, ça ne sert à rien en fait de conserver tout ça. Et donc, ce que vous allez faire, c'est une prothèse dite inversée, c'est-à-dire que vous inversez la courbure. D'accord. C'est-à-dire que là, ma glène, elle est concave, d'accord, ici, et alors que là, elle est convexe.
D'accord? Donc en fait, on inverse l'essence des cupules, d'accord? Parce qu'en fait, il y a une stabilité qui est meilleure. Donc malheureusement, quand on n'a plus de coiffe, il y a une stabilité qui est inférieure. Donc on a cherché avec le design des prothèses à augmenter la stabilité. En fait, il y a un peu d'intelligence quand même derrière l'orthopédie, l'air de rien. Et donc voilà, donc on met ce type de prothèses-là qui sont un peu moins bonnes, voire clairement moins bonnes au niveau fonctionnel, mais vous avez quand même toujours le deltoïde qui va s'insérer très très bas jusqu'à la fin du tiers proximal de l'humérus et qui va grosso modo faire fonctionner cette prothèse-là. D'accord. Et là, petite cerise sur le gâteau, on voit qu'elle est cimentée. Hein, vous voyez de l'opacité là. Et vous avez ici, à la fin de la queue de la prothèse, vous voyez qu'il y a un peu de ciment et ça, c'est le bouchon. D'accord. Puisqu'il faut un truc pour arrêter le ciment, sinon il va tout en bas et il s'échappe quand on met la prothèse, donc il ne sert à rien. Donc voilà, et bien évidemment c'est total puisque vous avez vu, on a tout changé, hein, le côté de la glène et le côté de l'humérus. Voilà, donc là vous voyez bien la différence, hein, donc l'anatomie qu'elle garde en final une tronche d'humérus normale et l'inversé, ça ressemble un peu plus à Robocop. Voilà, ça va? Et enfin, il y avait un petit truc, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé des précisions là sur Garden 3, Garden 4. Voilà. Donc le Garden 3 versus 4, d'accord? Donc ça, c'est du 3, d'accord? Donc en fait, la bouboule de la tête, elle est partie en bascule vers le sol et non pas vers le ciel, d'accord? Quand elle bascule de ce côté-là en varus, c'est du Garden 1. Et ici, c'est du varus, d'accord? Donc en gros, ce qui se passe, c'est que vous tracez une ligne ici, autour de la tête. Et si jamais elle vient toucher, parce que la fracture est ici, hein, tchac, tchac, et donc, si jamais votre ligne de la tête est contiguë en fait à la ligne qui suit du fémur, c'est que vous avez du Garden 3. D'accord, vous voyez, c'est ça, mon trait rouge n'est pas discontinu. D'accord. Le Garden 4, c'est ça. D'accord, donc je fais ma petite ligne ici, hop, et je tombe dans le néant. D'accord, alors que l'autre bout de ma fracture, il est ici. Donc en fait, vous avez deux lignes qui ne se touchent pas. D'accord, donc c'est le meilleur moyen, je pense, pour ne pas vous planter entre 3 et 4, sachant que c'est quand même vraiment pas sympa de vous demander ça parce que nous, ça ne change quasiment rien au traitement, quand il faut mettre des prothèses notamment. En revanche, ça peut un petit peu nous changer l'idée parce que si jamais vous avez chez le jeune, si jamais vous avez un Garden 3, le Garden, ça a été créé en fait par rapport au risque de section des artères circonflexes médiales et latérales. D'accord. Donc évidemment, plus c'est déplacé, plus il y a de risques. Et en fait, plus vous montez dans les gardens, et plus vous avez de risques de nécrose de la tête fémorale. Donc, plus vous êtes jeune, et plus on va tenter du conservateur, bien évidemment, puisque vous avez vu là, quand on avait parlé un peu des problèmes sur les prothèses, on finit toujours par avoir des problèmes. Donc, du coup, effectivement, moins on a de prothèses jeunes, mieux c'est. Donc, par exemple, du Garden 3, chez un jeune de 25 ans qui se fait une fracture du col du fémur en faisant du vélo, par exemple, on va plutôt avoir tendance à faire une ostéosynthèse que sur du Garden 4. D'accord. Après, voilà, ça se discutera. Si le gars il a 45 ans, on va peut-être plutôt synthéser du Garden 3 et faire une prothèse de hanche sur du Garden 4. Mais effectivement, même si c'est du Garden 4, à 25 ans, on va quand même très probablement plutôt aller sur une synthèse pour ne surtout pas mettre de prothèse, sachant que vous n'allez pas connaître les pourcentages, mais le Garden 4, c'est 80% de nécrose de la tête fémorale. Donc, c'est toujours aussi une discussion avec le patient. Est-ce que vous voulez qu'on tente le coup pour une chance sur 5 que ça marche, mais qu'on garde la hanche, avec parfois probablement un an sans appui, enfin pas sans appui, mais en tout cas avec des douleurs, ou bien est-ce qu'on met tout de suite une prothèse, sachant que ça sera de plus en plus compliqué de la changer au fur et à mesure de votre vie, sachant qu'un patient de 25 ans, comme les prothèses de hanche, ça marche très très bien, il va quand même vouloir refaire du triathlon, j'en sais rien. Et donc, du coup, il va, entre guillemets, plus facilement user et plus rapidement déceler sa prothèse. Donc, c'est plein de trucs à prendre en compte. C'est pour ça que je pense que c'est quand même très difficile et méchant de vous le demander. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le Garden 3 versus 4. Est-ce que c'est à peu près clair du coup maintenant? Oui, oui, non. Donc alors attendez, maintenant je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Donc à un moment, on a demandé est-ce que ce qu'on voit sur la radio, c'est les tubercules bidules. Alors, conversation, que je vous loupe pas vos questions. Alors, est-ce que vous pouvez éteindre vos sur les radios? Alors le tubercule.
Alors, en général, ce qu'on voit, c'est le tubercule majeur, hein, c'est-à-dire le trochiter là, que vous voyez sur l'IRM. Que je vous retrouve une radio normale. Hop, donc là, tubercule majeur, d'ailleurs, qui était pété ici au moment de la luxation. Le tubercule mineur, il va être difficile à voir, c'est là où s'insère le subscapulaire. Le grand tubercule, le tubercule majeur, le trochitaire, vous le verrez tout le temps. C'est là où s'insère massivement le supraépineux. Le tubercule mineur, vous le verrez en fonction de la rotation interne ou externe. Hop, là, on le voit, c'est très bien. Donc là, vous voyez, ça, c'est ça. D'accord. Donc, tubercule majeur, hop là. C'est cool qu'on puisse le voir, parce que je n'avais pas du tout pensé à vous spécifier. Et là, c'est le tubercule mineur, donc où vient s'insérer tout le subscapulaire, en fait, qui part là, de l'omoplate et qui vient passer devant, là, qui vient cravater, et il s'attache là. D'accord. C'est un muscle qui est vraiment super important. J'ai un de nos chirurgiens de l'épaule qui a tendance à dire, si jamais il y a une attaque zombie, je préfère que le zombie me bouffe le supraépineux plutôt que le subscapulaire. Donc, c'est un muscle qui est très important parce que le supraépineux, il peut être compensé par le deltoïde assez facilement. Donc, si le rotateur externe, pourquoi est-ce qu'on le met en rotation interne? Oui, alors le manœuvre de Job, en fait, quand on met rotation, en gros, tout ça, c'est une histoire de mise en tension des tendons. Quand vous mettez, donc ça, c'est Ray qui posait la question, si vous mettez en rotation interne, en fait, vous tendez, euh, vous mettez le tendon en fait en tension, et donc du coup, vous sensibilisez la manœuvre. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on fait le palm-up test dans le testing des muscles de la coiffe? Ben, c'est faux. C'est-à-dire qu'on fait un palm-up test pour l'examen, on va dire, global de l'épaule, mais ça ne fait pas partie de l'examen de la coiffe. Donc, effectivement, c'est. Voilà. De toute façon, si vous avez une question sur la coiffe, parce que c'est quand même très spécifique, c'est un chirurgien de l'épaule qui vous l'a posé. Et ça, il le sait qu'il n'y a que 4 muscles dans la coiffe des rotateurs. Ensuite, pour moi, est-ce que donc une calcification dans le faisceau antérieur du LLE de la cheville gauche après une entorse qui est un peu traînée, c'est attends, est-ce que pour toi, c'est Jambon qui pose la question, pour toi, est-ce que c'est probable une calcification dans un faisceau antérieur du LLE après une entorse? Oui, oui, donc effectivement, très souvent sur les radios d'entorse chronique ou bien récidivante, vous pouvez avoir des calcifications intratendineuses, hein, tout simplement parce que vous avez une acidification locale et vous avez une précipitation des cristaux de phosphate de calcium sur l'inflammation et donc sur l'acidification. Donc, quand vous avez une tendinopathie, c'est pour ça que vous avez des calcifications qui s'y mettent. Et effectivement, hein, c'est un équivalent de tendinopathie, hein, de faire des entorses chroniques. D'accord. Après, oui, je suis désolé. Après, tu poses la question. C'est pas une sagittale en haut à gauche, en frontale en haut à droite. Je sais pas où c'était. Je sais pas où tu posais la question. Donc ça, c'est des coupes qui sont frontales, hein. Ça, c'est du transversal. Et ça, c'est du sagittal. D'accord. Donc, bon, après, je ne sais plus malheureusement sur quel truc c'était. En cas de rupture complète, est-ce que les tests sont quand même douloureux à l'examen clinique? Alors en général, quand c'est une rupture complète, c'est douloureux, d'accord. Les gens qui vont avoir des pathologies dégénératives, ils vont finir en fait par solutionner leur tendinopathie. Et du coup, comme c'est pas une articulation en contrainte comme sur un ménisque, hein, ça finit par ne plus faire mal. D'accord. Mais en cas de rupture complète, les tests peuvent être effectivement douloureux à l'examen clinique, surtout quand ils sont aigus, évidemment. Donc ça, c'était Clozapine qui posait la question. Une rupture isolée du supraépineux peut-elle aboutir à terme à une omarthrose excentrée? Donc théoriquement, non. C'est-à-dire que vous avez le reste de la coiffe qui va tenir. Le problème, c'est que quand vous commencez à avoir une pathologie dégénérative de la coiffe, c'est que vous avez une épaule qui souffre de manière globale. Donc vous avez aussi, et ça, on ne peut pas vous le demander parce que ça commence à devenir vraiment coquin, vous avez une involution adipeuse des muscles qui font qu'ils sont moins forts. Et donc du coup, vous allez avoir une coiffe, même si les tendons sont toujours présents, qui va moins rabaisser l'humérus. D'accord. Donc en fait, la rupture du supraépineux, c'est un peu un truc sentinelle pour dire quand c'est pas sur un effort violent, hein, évidemment, quand c'est pas quelque chose de traumatique, pour dire qu'en fait l'épaule a dépassé en fait euh, son quota de gestes divers et variés, quoi. Euh, là, tac. Ensuite, j'ai la voix de Thierry Lhermitte, c'est excellent, c'est vrai.
Je l'aimais bien cet acteur. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont venues après? Donc voilà, donc je suis content si PB a dit que l'explication pour les Garden est claire. Donc oui, on peut parler aussi d'encoche de malgaine postérieure. Hein. C'est le même terme. Après, il y a effectivement McLaughlin qui a dit que c'est lui, mais bon, enfin, c'est pas. Si jamais vous l'avez vraiment spécifiquement, c'est clair qu'il faut sortir McLaughlin, mais putain, c'est vraiment pas cool si vous font ça, quoi. Parce qu'on dit tous malgaine postérieure, quoi. J'espère pas. Je suis désolé, mais voilà. Mais effectivement, si vraiment, putain, si jamais ils te mettent dans tous les items et les deux n'apparaissent pas, parce que si les deux apparaissent, évidemment, tu mets le très spécifique McLaughlin, mais si jamais il y a et Malgagne, et s'il y a que Malgagne, eh ben, je préfère pas être à votre place. Voilà. Voilà, j'espère pas. Je pense que comme c'est quand même quelque chose qui traîne dans vos cours, je dirais que c'est faux et qu'il ne faut pas le mettre. Le Garden. Donc voilà, Florian, ouais, le long biceps, c'est pas la coiffe. Hein. Vraiment, c'est pas la coiffe. Le long biceps, en fait, il s'attache au-dessus de ta glène et il s'insère sur la tubérosité radiale, tout en bas au niveau de ton coude. Donc du coup, il fait rien du tout de rotateur, quoi. Il fait au contraire que gêner la rotation parce qu'il est dans sa gouttière à faire chier. Mais voilà. Donc le palm up test, il est pas, voilà, je le redis, Florian, c'est pas dans, enfin c'est faux. Hein, si vous avez ça, le palm up test, ça fait pas partie de l'analyse de la coiffe. Voilà, ça fait partie de l'analyse de l'épaule parce qu'en général, on leur fait tout, hein, parce que ben, vous pouvez très bien avoir une pathologie sous-acromiale qui entraîne une lésion du supraépineux et qui est même par dégénérescence de la coiffe, fait une arthrose excentrée. D'accord. Donc effectivement, on analyse tout avant l'examen de l'épaule. Mais voilà, le palm-up, c'est pas la coiffe. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on peut retenir os blanc T1 et os noir T2? Alors non, malheureusement. Le T1, T2, si on vous demande ça, c'est vraiment, vraiment pas sympa. Parce que ça varie en fonction de l'âge des patients, parce qu'il y a une évolution graisseuse de l'os au niveau médulaire. Mais en gros, là, par exemple, c'est très bien qu'on soit là-dessus. Ça, c'est un os de jeune, hein, d'accord? Donc, vous avez une médulaire qui est assez. Elle n'est pas iso intense par rapport au muscle, mais elle est quand même très grise. Donc, en fait, elle est très riche et très vascularisée. Et plus on va vieillir, et plus elle va devenir blanche. D'accord. Donc, c'est pour ça, la médulaire, voilà. En tout cas, ce que vous voyez qui est en noir, là, c'est la corticale. D'accord. Et les corticales, en T1 et en T2, sont noires. D'accord. Tout le temps. Donc, l'os blanc, T1, T2, c'est pas ça. En revanche, corticale, voilà, c'est T1 et T2, donc elle doit surtout pas, je ne sais pas comment elle pourrait apparaître en blanc, mais admettons, et ben, c'est pas une IRM, c'est un nouvel examen. D'accord. En revanche, à l'intérieur, c'est assez difficile à dire puisque la graisse est en blanc en T1 et en T2. Donc théoriquement, quand on est chez un, enfin bon, c'est très précis, mais quand on est plus jeune, c'est plus vascularisé. Donc théoriquement, le T2 est un petit peu plus élevé par rapport au T1. Mais retenez surtout pas ça, vous fonctionnez par rapport à la graisse. En gros, si la graisse disparaît, on vous a mis un T2 avec saturation de graisse, d'accord. Et voilà, d'accord. Donc après, effectivement, si jamais on vous met de la graisse blanche, ça va être du T1 parce que ça permet d'analyser d'autres choses. Et voilà. Donc je pense que c'est le truc qu'il faut retenir, sachant que si par hasard vous avez, j'essaie de vous la retrouver, si par hasard vous avez, bah, très bien, elle est très proche. Si vous avez et de la graisse blanche ici et un hypersignal inflammatoire, ça veut dire que de toute façon, pour que vous ayez un signal inflammatoire blanc, enfin un hypersignal, vous êtes en T2. D'accord. Et donc, si vous avez et un signe T2 sur l'inflammation et en même temps de la graisse blanche, vous êtes sur un T2 qui n'a pas de saturation de graisse. D'accord. Et si jamais vous êtes sur un T2, puisque là vous voyez l'inflammation, et la graisse qui est grise, c'est que vous avez eu une saturation de la graisse. D'accord. Et là, donc là, en fait, ce que vous pouvez voir ici, c'est que vous avez effectivement, on vous a laissé la graisse, donc du coup, c'est du T1 en gros. Hein. Mais si vous voyez, si on compare
L'os, parce que tu disais l'os blanc, hein, T1, T2. Si on compare l'os sur de la graisse non saturée, là, du T2 versus le T1, la tranche de l'os, elle est quand même très très proche. Hein. Donc faites bien gaffe, vous ne repérez pas par rapport à ça. Regardez le gras et l'inflammation. Tac, tac, tac. En fait, le long biceps, on le teste parce qu'il saute en même temps, voilà, parce qu'il peut effectivement sauter en même temps que le subscapulaire, mais si on vous demande de l'examen, est-ce que ça fait partie de l'examen de la coiffe des rotateurs, ça n'en fait pas partie. Slide IRM, coupe infraépineux, petit rond, il n'y a qu'une coupe, il y a un truc qui s'infiltre dans la tête humérale, le supraépineux, est-ce que je peux commenter l'image Est-ce que Laure, c'est celle-là ou pas? Donc la suivante. Celle-là? Celle-là? Donc celle-là. Donc il n'y a qu'une coupe, il y a un truc qui s'infiltre dans la tête humérale. Ah, là? Ici? Donc ça, c'est un vaisseau nourricier. D'accord? Donc effectivement, c'est mignon. Mais donc voilà, ça c'est les vaisseaux. Tac, tac. Ensuite, il y a encore le poignet et la cheville. Ok. Écoutez, je peux continuer hein, si vous voulez. Hein. Oui, la cheville, en plus, c'est mon métier. Enfin, moi, je fais du sarcome et pieds et chevilles. C'est la partie ortho la plus dure, la cheville, Kapanji. Kapanji, tu veux faire de l'orthopédie? Parce que c'est un mot typique de chez nous. Donc, cheville. Bon, écoutez, on verra. On va en reparler avec Team Articulation Atlanto-Oxoïdienne. Alors ça, malheureusement, je ne fais pas de rachis. C'est pour les gens étranges. Donc bon, on verra. Écoutez, on peut en faire plein. Hein. Ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir. Je fais du sarcome de la cheville et du pied. Alors, attends, il y a d'autres questions. Le T1 et le T2 FATSAT sont les deux seules fenêtres IRM utiles dans cet item. Effectivement, alors, sur l'imagerie musculo-squelettique, on a vraiment besoin du T1, le T2 FATSAT, ça c'est clair. Le T2 non saturé, c'est très très rare, d'accord. Il y a deux autres séquences dont on peut avoir besoin, c'est le T1 avec injection, d'accord. Ça nous sert beaucoup dans les sarcomes pour savoir où sont les vaisseaux et comment est-ce qu'on peut les conserver ou pas pour prévoir la reconstruction, sachant qu'on complétera aussi peut-être avec un angioscanner que les vasculaires préfèrent. Hein. C'est un peu les histoires de religion comme arthro scanner pour la coiffe des rotateurs et l'IRM. Il y a un autre truc, c'est l'écho de gradient. Enfin, c'est une séquence qui est très spécifique au dépôt métallique. Et donc, dans certaines pathologies, comme justement les tumeurs à cellules géantes dont on avait parlé pour les tumeurs bénignes, et il y a des dépôts d'hémosidérine, donc du coup, qui sont très visibles à cette IRM d'écho de gradient. Et ça signe le diagnostic, ça permet de nous éviter la biopsie. Donc, c'est particulièrement intéressant. Tac, tac, tac. Écoutez, ça me fait très plaisir si ça peut vous servir. Vous faites quand même pas mal de blagues, c'est vraiment appréciable. Faudrait construire un amphi en fait et vous inviter à Marseille en payant le train, le salaire, les chambres, tout ça. Claqué, on nous parle de sarcome de Darrier-Ferrand. Ah oui, alors le sarcome de Darrier-Ferrand, mais c'est pas possible de vous parler de ça, quoi. Les sarcomes de Darrier-Ferrand, c'est dermatofibrosarcome. Ça ne porte plus trop ce nom. C'est des sarcomes, c'est des vrais sarcomes hein, de bas grade qui sont gentils et qui ont tendance à faire un peu comme les basocellulaires des dermatos. C'est-à-dire que ça ne va pas vous tuer, sauf si ça se transforme en un truc plus agressif, ça peut. Mais voilà, c'est quasiment que cutané et donc il faut faire des exéreses qui sont très très larges. Mais ça doit être apparaître dans votre truc de dermato, je pense. Mais voilà. Donc du coup, effectivement, c'est un peu fréquent chez les dermatos spécialisés, quoi. Mais je pense qu'ils vous plombent quand même le crâne. Hein. Voilà. Mais bon, c'est un vrai sarcome. Est-ce que ça existe une ville avec un internat d'ortho tranquille ou pas? Oui, tu as Marseille parce qu'on est quand même globalement tous très gentils. Après, j'avais beaucoup aimé mon stage en interchu à Paris, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Parce que pour garder la carte étudiant, pour tout vous dire, j'avais fait ingénieur avant, donc du coup j'avais fait 5 ans à Paris, donc Paris c'est très bien. Donc j'étais retourné pour l'interchu, ils sont très bien, mais par contre c'est vrai que je dois dire
qu'à Paris, vous travaillez un peu plus, enfin, les horaires sont un peu moins tranquilles, quoi, on va dire. Voilà. Mais c'est vrai que Marseille, c'est une très bonne école. C'est pas parce que j'y suis, hein, mais c'est connu pour être une bonne école d'orthopédie. Euh, voilà. Voilà. Courage, passez une très bonne soirée et puis peut-être à bientôt, qui sait, avec plaisir.